Bienvenue au balado Leadership en milieu universitaire. Je suis Nadia Desbiens et je suis votre animatrice. Je suis vraiment ravie de vous accompagner pour le 3e épisode qui porte sur un enjeu fondamental en leadership, la capacité à mobiliser une équipe. On le sait, dans les stratégies pour pouvoir créer une dynamique de collaboration qui est durable au sein du département, inspirer la cohésion entre les professeurs, les chargés de cours, les étudiants, le personnel administratif, bâtir un climat de confiance qui est propice à amener les gens à s'engager dans des projets collectifs, c'est quand même pas si simple que ça. Alors, voilà les beaux défis auxquels on va réfléchir aujourd'hui en compagnie de 2 invités. Des leaders qui sont reconnus pour avoir mobilisé des équipes, des gens très inspirants et que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui. D'abord et avant tout, Rachel Bertillon. Rachel est professeure-chercheur et tu es directrice du département de didactique à la Faculté des sciences d'éducation. Et se joint aussi à nous Michel Janoz, qui est professeur-chercheur en psychoéducation, qui a été directeur de ce département pendant 6 ans, et qui est aujourd'hui l'actuel doyen de la Faculté d'apprentissage continu. Donc, d'entrée de jeu, Rachel, je te propose de commencer. Peux-tu nous présenter un peu ton écosystème? Donc, on est le département didactique. On est un département parmi 3 à la Faculté des sciences d'éducation. On forme les futurs enseignants-enseignantes et évidemment, on est dans une optique aussi de formation continue avec le personnel enseignant qui est déjà en place. Notre département, sa particularité, c'est qu'on enseigne les disciplines scolaires. En gros, on est 25 profs. On est un petit département comparativement à d'autres départements didactiques au Québec, mais on est un département qui est en renouvellement vraiment exponentiel depuis les dernières années. On a embauché beaucoup de nouvelles et de nouveaux collègues. Et on a surtout, là, j'en reparlerai, j'imagine, là, un grand nombre de personnes chargées de cours. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a plusieurs programmes en enseignement, donc nécessairement, si ton équipe de professeurs est petite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes chargées de cours. Je dirais en général 120 personnes chargées de cours actives au fur et à mesure que l'année universitaire là, se déroule. Merci. Voilà. Michel, je te laisse le soin, toi aussi, de te présenter. Donc, Michel Janoz, j'ai été directeur de l'École de psychoéducation pendant 6 ans. Il y a des similitudes quand même importantes avec la Faculté des sciences d'éducation dans la mesure où c'est une école professionnelle, donc à vocation professionnelle, ce qui veut donc dire que les étudiantes et les étudiants qui sortent veulent devenir psychoéducatrices, psychoéducateurs. La maîtrise est obligatoire. On pense à peu près 26 profs. Et aussi, également, beaucoup de chargés de cours. C'est un département qui est fortement axé aussi sur la recherche. Donc, on pourra y revenir, c'est un département où beaucoup de chercheurs, donc beaucoup de profs font de la recherche active et sont également dégagés d'enseignement. Mm-hmm. Donc, ce que ça implique, c'est évidemment de recourir à une armée de chargés de cours, mais jamais autant que celle que je dois gérer à la Faculté de l'apprentissage continu, parce qu'on parle d'à peu près 300 chargés de cours par trimestre. Et aucun professeur. Et aucun professeur, aucune activité de recherche, mais énormément d'activités d'innovation académique. Donc, on est dans une autre sphère complètement, fort passionnante par ailleurs. Alors, c'est bien, tu vas pouvoir à la fois puiser dans ton expérience de direction et dans celle de doyen pour nous alimenter autour de notre thème qui porte sur, en fait, le leadership fédérateur. Et j'ai envie peut-être de vous poser tout de suite la question, qu'est-ce que ça sonne comme cloche pour vous, ce terme-là? Quand tu as introduit le thème, tu as utilisé le terme leadership mobilisateur. Oui. Okay? Mais pour moi, c'est à ça que ça renvoie. Okay? C'est toujours le terme, moi, que j'ai souvent le plus utilisé. Donc, c'est ta capacité, à travers ton leadership, d'amener des gens que tu as à guider, accompagner, à soutenir, à pouvoir mobiliser et les engager dans une direction. Instinctivement, ce que je répondrais, pour moi, ce qui était vraiment naturel et ce qui, après 5 ans, me semble encore très important, c'est de connaître ses collègues. Sur le plan de leurs projets, sur le plan de leurs recherches, de leurs intérêts, mais aussi sur le plan de leur personnalité. Parce qu'après, c'est sûr, c'est plus facile avec un plus petit nombre de collègues, là, mais on est plus en mesure de faire des liens, de voir qui pourrait être appelé à faire quoi. Pour moi, être leader, c'est reconnaître l'autre, finalement. Dans les 2 cas, qu'on parle d'un leadership mobilisateur ou ce dont tu fais mention, je pense que c'est la question d'humain, de créer Absolument. Des liens puis de bien connaître les gens avec qui on travaille, effectivement.
tu positionnes d'entrée de jeu la question de la relation avec les autres. Moi, avec le temps, avec mon expérience, ce que je me rends compte, c'est que pour être capable d'assumer un leadership, qu'on l'appelle mobilisateur, distributif, il y a plusieurs façons de le voir. Je pense d'abord et avant tout, il faut bien se connaître. Si tu acceptes toi comme individu, avant la connaissance de l'autre, c'est la connaissance de soi-même. Si tu es intéressé par un poste de direction, pourquoi? Mais je pense que la première chose à faire, c'est pourquoi tu le fais. Et si tu le fais pas seulement pour toi, c'est à ce moment-là que tu te mets vraiment à réfléchir, mais c'est qui les équipes? Et là, on les regarde différemment, les collègues avec qui on prend un café, qu'on parle, qu'on discute, qu'on chiale, qu'on déblatère, qu'est-ce qu'on voudra. Là, tout d'un coup, on dit, OK, on va se mettre en position de leadership, voire de gestion. Puis je fais vraiment la distinction entre les deux. Et ça, pour moi, une des choses les plus importantes avant de se demander, ça veut dire quoi être un bon leader? C'est qu'est-ce que toi, tu veux être comme personne? Et qu'est-ce que tu penses que tu as apporté aux gens? Penses-tu que tu es la personne qui a besoin que les autres avancent, puis toi, tu es derrière pour les guider, ou tu es la personne qui va porter pour les amener dans une direction? Qu'est-ce qui t'amène à penser que tu peux faire ça? Mais j'ai envie de vous poser une question, ça m'amène à vous demander, est-ce que vous pensez que être mobilisateur ou être leader, ça repose uniquement sur des qualités personnelles, ou si est-ce qu'on peut développer cette compétence-là? Quand j'ai fait le saut, j'ai pris le temps de parler avec beaucoup de collègues individuellement. Comment est-ce que tu voyais les choses pour la direction? Pour la direction. Pour moi, parce que je pense que tu es à la bonne place, puis qu'est-ce que j'ai à proposer à l'équipe? Ouais. Mais après ça, je dis, alors voici, j'ai entendu, j'ai écouté, voici ce que moi j'ai envie de faire, ce que je pense que je peux vous apporter. Maintenant, ça va être à vous de décider. Sauf que c'est ça que j'ai à proposer. C'est pas autre chose. Et ça, tu reviens à la question de la mobilisation. Parce que la mobilisation, elle repose sur le sens collectif que tu as donné à tes actions, où tu veux les amener. En 6 ans, vous avez été amené à mobiliser les collègues autour de projets collectifs importants. Parce qu'on est dans une culture universitaire, on le disait tout à l'heure, c'est un paquet de talents individuels qui sont habitués de travailler pour leur propre carrière, dans leur champ d'activité. Le collectif, c'est pas toujours si facile que ça. Et j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Nous, c'est surtout concernant l'enseignement, là. Bien, comme dans toutes les facultés, là, on le sait avec la réorganisation des horaires, l'automatisation de l'attribution des locaux et des horaires. Là, ça, c'est sûr que ça a été un projet qui a beaucoup créer de la résistance, disons-le. Oui, qui a vraiment beaucoup créé de grogne, de changements. Ça a été costaud. Ça a été sur du long terme. On a eu beaucoup de modifications de programmes. Là, en ce moment, on est dans l'hybridation de certains cours. Alors, nous, on a beaucoup de pression de la part du ministère de l'Éducation pour arriver à des programmes plus courts, former plus rapidement. Donc, et en plus, on est en contrepartie là, un peu dans l'optique où le métier d'enseignante est perçu comme étant difficile. On parle beaucoup des non légalement qualifiés. Fait que tout ça, ça met beaucoup de pression. Donc, comment on s'y prend? Ben, moi, je le vois vraiment comme un marathon, étape par étape, kilomètre par kilomètre. Au début, on lance un peu la bombe, mais il faut prévenir à l'avance que ça s'en vient. Ensuite, on essaie d'accompagner les collègues. Il faut aussi les écouter, disons, rouspéter, parce que c'est nécessaire à un moment donné de dire, là, moi, je suis pas d'accord avec telle chose qui s'en vient. Puis en même temps, c'est d'essayer de dire, OK, je vous entends, puis je vais porter votre voix plus haut. Nous, on est 3 départements avec la faculté, c'est d'essayer de porter le message de la faculté, mais aussi de l'institution, puis après d'y aller dans l'autre sens. Donc, c'est de naviguer au travers de tout ça, puis éventuellement, ça se calme, ça se place, puis on passe au prochain défi. Les profs sont d'abord dans une solitude particulière, une solitude dans ta tête intellectuelle, de carrière. Ton évaluation est individuelle, tes promotions sont individuelles. Fait que la véritable collaboration est assez rare dans un département, au sens de faire ensemble, de co-construire. Maintenant, au sein d'un département, c'est pas si fréquent que ça qu'on soit capable de fédérer une grande masse critique de profs autour de projets de recherche, de les engager. Ça arrive, mais ça arrive dans une histoire. Il n'y a pas tant d'occasion. C'est ça, d'aller dans la véritable collaboration. Le seul endroit que moi, je l'ai vécu véritablement, c'est dans un changement de paradigme sur la formation des étudiants. C'est de dire, on passe d'une approche basée sur des objectifs, à une approche par compétence. Ton leadership mobilisateur passe aussi par une distribution de ton pouvoir. Il faut que tu sois capable de partager ce pouvoir-là puis de comprendre que quand tu donnes du pouvoir à l'autre, tu n'en perds pas. Mais ça, des fois, on a l'impression que si elle a le pouvoir, moi, j'en ai pas. Et donc,
qui va faire quoi? Donc, on revient dans ces rares occasions où tu as une véritable collaboration dans la mesure, il faut commencer à co-construire. Ça va être quoi cette vision-là? OK, l'ordre professionnel te donne des compétences, parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on voit les choses? Et là, donc, tu trouves tes champions. C'est là qu'on retrouve dans une méthode classique. C'est qui sont prêts à porter. Mais comment tu fais pour garder dans la loupe ceux qui regardent à côté? Tu nous as demandé un projet ou une chose qui nous a permis de rassembler. Oui. Moi, c'est sûr que un des projets dont je suis le plus fière, c'est il y a 2 ans, il y a eu l'ACFAS à Montréal. Puis on a fait un symposium sur 2 jours, un symposium départemental sur la didactique. Donc, tous les collègues, on était, je ne sais pas combien de co-auteurs à être responsables du colloque. Puis, parce qu'on a été confrontés à travailler ensemble, mais sur des aspects qui nous rejoignaient, comme par exemple la transposition didactique, mais de par nos perspectives didactiques et disciplinaires. Alors, on a dû trouver à quelque part des terrains d'entente pour organiser ça sur 2 jours et inviter évidemment des collègues de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas juste faire ça à l'interne. Ça a donné lieu à des discussions, à des échanges. Après, évidemment, la difficulté, c'est de donner une pérennité à ça, parce que c'est une fois dans le temps, mais en amont, le temps qu'on a mis là-dessus, à planifier, à discuter, à échanger, les 2 jours qu'on a vécu, ça nous a rechargé là, pour 1 année. Il n'y a pas tant d'occasions que ça, mais toutes ces occasions-là sont quand même aussi des moments où on voit justement de la résistance, où on voit des personnalités, où on voit des collègues sous un autre jour, parfois que lorsque nous étions collègues uniquement, mobilisés quand il y a de la résistance ou quand il y a des gens qui manifestent leur désaccord ou leur bon, etc. C'est pas facile. C'est des moments, en fait, qui sont cruciaux pour notre rôle, mais aussi des moments qui sont très perturbants, des fois aussi, personnellement. La première chose que je pense, c'est que la majorité des profs souhaitent qu'il n'y ait pas trop de choses qui changent quand ça va bien. Ils ont un équilibre entre le cours qu'ils enseignent, les étudiants qu'ils ont, leur projet de recherche, et de voir quelqu'un arriver qui risque de créer un déséquilibre dans cette organisation, je le dis avec beaucoup d'amitié, là, parce que tu vis du stress, tu vis de la pression, tout le truc, mais tu n'as pas envie d'être dérangé à proprement parler. Okay? Donc, c'est relativement facile, je dis bien relativement facile, de devenir une direction ou un leader mobilisateur quand tu es dans la continuité. Pourquoi? Parce que tu regardes ce qui fonctionnait bien, puis ce qui fonctionnait pas bien. Tout le monde s'arrange avec ça. Puis les 2-3 personnes qui sont pas contentes, qui étaient pas contentes, restent pas contentes, mais ta grande majorité est contente. Okay? Donc, puis toi, t'es content. Puis toi, t'es content parce que t'as pas de problème à gérer, t'as pas de conflit à gérer tant que ça, puis de faire. Fait que, où la barre lève, c'est si toi ou ta direction ou même ton main appelle à des changements. Ouais. Et plus ces changements sont significatifs, mais plus il y a une compétence qui doit être développée rapidement, c'est la gestion du changement. Okay? Parce que c'est là où vraiment tu vas être c'est facile gérer sans prendre de décision. C'est facile d'être considéré comme un bon leader sans être obligé de dire non. C'est à partir du moment où tu rentres dans ce développement-là que là, la barre lève, puis les apprentissages deviennent plus importants. C'est là où des gens que tu avais l'impression avec qui j'avais une bonne relation, tout d'un coup, se retrouvent en assemblée de département pas mal plus raide. Puis comment on le prend? Puis comment est-ce qu'on remet dans cette position? Alors pour moi, il y a beaucoup, puis je reviens à qu'est-ce que tu veux être comme leader aussi? Es-tu un leader de changement ou t'es un leader de continuité? Puis là, vraiment, j'exagère quand je pose ces deux-là, mais c'est moi, par exemple, j'ai besoin de projets. Donc, je suis toujours dans des situations qui amènent des changements puis à gérer du changement parce que c'est ça qui me drive. Es-tu la bonne personne au bon moment compte tenu de l'équipe que tu as? Pour moi, ce match-là, à la base, vient faciliter ou pas ta capacité d'assumer un bon leadership mobilisateur. Mais après ça, c'est quel est le niveau d'ampleur de changement et de déséquilibre que tu souhaites ou que l'équipe souhaite apporter? Moi, je suis partie d'un département qui était assez démobilisé. Ouais. On a eu des années difficiles, on a eu un trou dans les embauches qui a duré un certain temps. Juste l'exemple, là, on voit un hiatus entre le dernier qui a eu sa titularisation et le prochain, c'est dans plusieurs années. Là.
Alors, moi, ça a vraiment été un travail de longue haleine. Puis, principalement, ce qui a changé la donne, c'est justement qu'on ait eu l'occasion d'embaucher de nouvelles collègues. Ça a changé la dynamique. Ça a complètement changé la dynamique. Et aussi, ça a été d'aller me chercher des alliés. Tantôt, Michel parlait de partager le pouvoir, entre guillemets. Ça fait longtemps aussi que je vois que j'ai des collègues dans le département qui sont plus présents, qui ont plus envie de contribuer, de participer, de faire des concertations avec des chargés de cours, de contribuer à différents aspects du département. Donc, c'est sûr que je suis allée chercher ces personnes-là aussi avec lesquelles j'ai consolidé des relations pour que par la suite, quand il y a des moments plus difficiles, il y a une base, il y a une confiance qui est installée. Puis c'est pas toujours facile. Comme tu dis, il y a des sujets sur lesquels on peut éventuellement débattre puis se rendre compte que là, ça se passait bien, mais là, ça va plus, on est dans le conflit. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir des alliés, des appuis dans son département sur lesquels on peut se reposer parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai qu'on peut tout prendre puis rien partager. Il faut aussi avoir des gens autour avec lesquels on peut discuter. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi d'autres acteurs que les profs dans un département. Oui. Oui. Et cette mobilisation-là, pour moi, elle n'arrive pas si tu n'as pas engagé tes TCTB, tes GDE, ton adjointe, les professionnels qui ont pu être engagés, parce qu'ils sont en mode de soutien. On parle beaucoup des professeurs, mais la communauté, en fait, notre communauté, ce n'est pas que les professeurs. On a les chargés de cours qu'on a évoqués déjà, mais il y a les étudiants aussi et il y a notre personnel administratif. Donc, tout ce beau monde qu'on doit mobiliser aussi pour nos projets si on souhaite qu'ils aboutissent. Moi, quand on a fait les grosses modifications qui impliquaient vraiment des changements de structure de programme et voir les cours obligatoires, beaucoup de trucs, j'avais des rencontres absolument régulières avec l'association étudiante. Pour les tenir au courant, pour faire un sens, pourquoi, puis comment, puis tranquillement, mais il y a un certain lien de proximité qui s'est fait, mais qui permet ensuite d'aborder d'autres enjeux, d'autres enjeux pour pouvoir gérer adéquatement. Les étudiants sont avec toi, ils te font confiance. C'est une grande différence dans la capacité, parce que les étudiants décident de partir en grève, les décident de boycotter un prof, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de venir te voir, parce qu'ils ne te font pas confiance, alors que tu aurais dégoupillé la chose, si ça veut. Fait que dans la gestion, tu as raison de l'unité dans son ensemble. Maintenir des bonnes relations avec les étudiants, c'est un must. Quand on arrive en direction de département, on fait partie d'une équipe de direction aussi. Est-ce que notre leadership mobilisateur est affecté ou disons que l'équipe avec laquelle on travaille influe sur notre capacité à mobiliser nos gens? Oui, ça peut, oui. C'est possible quand l'équipe, par exemple, change et que là, on va mettre un peu des freins ou des blocages. Finalement, si on faisait quelque chose qui fonctionnait bien, le canal de communication était direct, puis là, il y a une nouvelle équipe ou une nouvelle personne qui arrive en place, qui décide. En fait, c'est que chaque personne qui arrive peut décider de, moi, je change ça, moi, je fais ça autrement, en consultant ou non. Puis à un moment donné, si on avait une façon de faire qui fonctionnait bien, puis qu'on a une nouvelle équipe qui arrive, puis qui est dans une autre dynamique, ça se peut que ce soit un choc un peu culturel, comme ça peut être l'inverse. Ça peut être une nouvelle équipe ou une nouvelle personne qui va arriver avec des nouvelles idées, une réorganisation, des suggestions, puis avec laquelle on va avoir finalement beaucoup d'affinités, puis ça va nous transporter ailleurs. Donc, c'est vraiment relatif à plein de facteurs. Il y a les changements d'équipe, il y a les demandes de la direction, il y a les situations qui se vivent. Il y a les pressions des milieux, du ministère. Les pressions, oui, exactement, les pressions du milieu. Fait que les initiatives que vous avez actuellement puis que j'applaudis, c'est-à-dire que reconnaissons que c'est pas parce que tu es prof d'université que tu es nécessairement une bonne direction de département. Okay? Donc, c'est le système qu'on a choisi et qu'on maintient pour le moment. OK. Tant que c'est ça, reconnaissons qu'on a besoin d'accompagner nos gens puis de les former. Puis, c'est pas besoin de les former en amont, mais de les accompagner aussi. Et ça, je pense que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'on est quand même dans une... on n'est pas à l'UQAM. À l'UQAM, on a choisi un mode de la co-gestion. L'Université de Montréal n'a pas choisi ça comme co-gestion. Fait, quand tu deviens directeur de département, de direction, on attend de toi que tu sois une direction. Et là, ça nous mène, nous, dans une position particulière. C'est-à-dire, je peux être en situation d'autorité sur quelqu'un qui, demain, va l'être sur moi. Absolument. OK? Fait que, là, ça nous amène ailleurs, mais pour moi, c'est une limite à ce qu'on pourrait avoir comme courage managérial. OK? Parce que tu es toujours obligé, dépendant de l'âge que tu as,
Fait que si tu es déjà titulaire, tu es loin en carrière, puis tu te dis, bon, je l'ai pris, puis après ça, je prends ma retraite, après moi, le déluge. Les conséquences, peut-être, sont moins... C'est ça. Si tu reviens comme collègue, et si tu reviens comme collègue, tu auras toujours à te poser la question. Si je prends des décisions difficiles, mais qui vont générer de la souffrance chez certains, es-tu prête à te rendre jusqu'à là? Mais c'est le modèle dans lequel on est, que ses forces, puis que ses limites nécessairement. Dans le modèle dans lequel on est, pour moi, ce qui est utile et précieux, c'est que où on s'en va, c'est que ce soit clair, qu'on ait des balises, des attentes, une planification stratégique qu'on va avoir mise en place ensemble de façon collaborative. C'est un levier super important, puis qu'on voit clairement qui fait quoi dans cette planif-là, qui se situe où, pour qu'après, moi, je puisse justement mobiliser le reste de ma gang, que ce soit les profs, les chargés de cours, les étudiants, autour de ça. Donc, d'avoir une vision claire qui découle d'une plus grande vision claire qui est celle, finalement, de l'université, hein, dans laquelle on va s'intégrer pour qu'après, on puisse faire découler des actions. Puis après, il faut que tout ce monde-là se parle. Par exemple, au niveau des canals, qu'on ait des discussions avec les directions pour continuer de travailler tout le monde ensemble puis pas avoir de frein, justement. Moi, j'ai beaucoup mobilisé en valorisant puis en reconnaissant l'apport de mes collègues à travers un processus, une décision, un projet, tu sais, vraiment pour nourrir l'engagement. C'est parce que ce dont tu parles, ça amène à un sentiment d'appartenance renforcé. Plus j'ai cette relation-là, je reçois ça, plus je développe probablement un sentiment d'appartenance à mon département parce que je sens que je travaille dans le même sens que tout le monde, que ce que je fais, c'est utile, c'est pertinent, c'est fédérateur. Si le sentiment d'appartenance est là, en principe, après ça, quand on a à mobiliser pour un nouveau projet, en général, on a des gens qui lèvent la main en disant, ben oui, fine, j'y vais avec toi parce que je sais qu'on va travailler ensemble puis que ça va être même le fun. Ça m'amène à vous poser une question un peu peut-être drôle, mais vous-même, est-ce que vous aviez une inspiration quand vous avez accepté le mandat qu'on vous a proposé, que ce soit comme directeur ou plus grand défi comme doyen? J'avais pas une inspiration. Moi, c'était une mosaïque d'inspiration. J'avais plusieurs personnes en tête, mais pour des facettes, des dimensions différentes. Donc, j'ai eu un directeur pendant plusieurs années, duquel j'ai gardé des aspects dans ma tête très positifs que j'ai voulu reproduire, dans les encadrements dont j'ai bénéficié à titre d'étudiante. Même, j'ai repensé à des choses qui m'ont inspirée. Alors, moi, c'était vraiment plusieurs facettes, dimensions de personnes multiples que j'ai essayé de mettre à l'intérieur d'un même canal, finalement, inspirationnel. Là. C'est vraiment ça. C'est une excellente question, puis je suis d'accord avec Rachel. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans notre carrière professorale qui nous marquent à différents moments. J'ai eu un directeur longtemps, mais je me souviens d'une chose, je ne sais pas pourquoi il m'a dit 3 millions d'affaires, mais il m'a dit, si jamais tu deviens directeur de département, garde ta porte ouverte. C'est très drôle parce que tu m'as dit la même chose quand je t'ai croisée dans le corridor, quand j'ai commencé ma carrière comme direction, puis tu m'as dit, Nadia, si j'ai un conseil à te donner, laisse ta porte ouverte. Alors, tu vois, tu l'as vraiment intégré et partagé. C'est ça, parce que quand j'étais dans mon bureau, j'étais pas toujours dans mon bureau parce que j'ai réussi à maintenir une activité de recherche, donc j'étais quand même, je me partageais. Mais quand j'étais là, le bureau était ouvert. Ça veut dire que n'importe qui a besoin de me parler. Je continue à faire ça comme doyen. Puis quand la porte est fermée, c'est bien parce que j'ai vraiment besoin d'être fermé. M'amène à une question que j'aimerais ajouter, c'est nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va léguer? Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil après? Parce qu'on a eu des inspirations, mais par la suite, qu'est-ce que nous, on aurait envie de dire pour aider à fédérer, à mobiliser? Puis c'est vraiment une conversation puis un sujet tellement intéressant qui m'amène à faire finalement une rétrospective de mes 5 dernières années. Je dirais aussi à une direction de département qui débute de pas trop se mettre la barre haute, là. Il va y avoir des essais et erreurs. Ce sera pas toujours parfait, mais à partir du moment où on a tout ce dont on a parlé pendant notre entretien en tête puis on est empreint de bonne volonté, on va arriver à faire des belles choses, là. Mais comme le dit Michel, de le faire pour soi, mais aussi de le faire pour des objectifs et des raisons qui sont réfléchis. J'aime l'idée d'avoir consulté avant. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai été un peu parachutée à titre d'intérimaire, mais en même temps, ça a été intéressant d'être intérimaire parce que j'ai vécu des choses qui m'ont amené à dire, finalement,
C'est pas si pire que ça. Mais c'est vrai que c'est pas si compliqué que ça. Ouais. C'est pas si difficile que ça. Il faut juste avoir envie de s'y engager puis d'apprendre, parce qu'on apprend. Si vous aviez un conseil, tout à l'heure, on a parlé de la porte qui reste ouverte. On a parlé aussi de ne pas essayer de se mettre la barre trop haute. Moi, j'ai envie de dire, pas trop, même si on est appelé à développer beaucoup de connaissances et que ça nous amène à des tâches administratives parce qu'on veut comprendre les processus, etc., de quand même lever la tête et de faire attention de ne pas de privilégier juste l'administratif au détriment de tisser des liens. Faites-vous confiance, lisez vos conventions collectives, lisez votre code Morin et soyez vraiment en mode je vis une première année, donc j'essaie des choses, puis des fois ça va être plus difficile, mais au bout du compte, vous allez vraiment apprendre puis vous baser là-dessus pour la suite des choses. Puis pour fédérer, mobiliser? Vraiment, on l'a dit, aller chercher les collègues, les valoriser, les connaître, apprendre à les connaître si on les connaît pas déjà, tirer profit de leurs forces, savoir quoi faire ressortir chez un et chez l'autre. C'est vraiment multidimensionnel. La première année, c'est vrai que c'est une année d'apprentissage. Donc, tout ce que tu as dit, Rachel, c'est des choses que tu dois faire. Mais je rajouterais le terme a été galvaudé un peu, mais c'est d'être bienveillant envers soi-même parce que tu vas faire des erreurs. Puis, on est prof, on est supposé tout savoir, de tout connaître parce que non. Tu sais, il va faire des erreurs. Puis, il y a peut-être des gens qui vont être fâchés. Puis, la meilleure façon, c'est de dire, je suis désolé, je ne recommencerai pas l'erreur parce que c'est mon erreur. Puis, d'être authentique par ça. Et ça, je pense que la grande majorité des collègues vont absolument accepter cette idée de oui, il fait ses classes, puis elle fait ses classes, puis c'est comme ça, puis c'est correct. Pas avoir peur d'aller chercher du soutien puis de penser que parce que tu vas parler d'une situation dans laquelle tu n'arrives pas à trouver la solution, ce qui est embarrassante, que tu vas mal paraître. Même avec des collègues de direction, avec des collègues doyens, vice-doyens, ton patron, il t'a dit tantôt un terme qui est bien important. Il faut avoir du plaisir. C'est drôle, parce que dans ma première année, il y a une collègue, puis d'ailleurs qui était dans ton département, qui avait passé le bureau, qui m'avait dit « Je te vois aller, là, tu me donnes presque le goût un jour d'être directrice de département. Tu as l'air à avoir du plaisir. » Je trouvais que ça m'avait fait un beau reflet. Tous les deux, vraiment, je vous remercie. Je vois le temps qui passe et je veux vous remercier pour les échanges qu'on a eus aujourd'hui sur l'art de fédérer, le leadership mobilisateur. Je pense que c'est vraiment une dimension qui est importante dans ce rôle de directeur de département ou de cadre académique. Alors, je veux vraiment vous remercier très, très sincèrement pour vos échanges avec moi aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. Oui, merci, c'était très agréable. Presque une thérapie aussi collective en même temps. Le balado Leadership en milieu universitaire est une initiative du parcours de leadership pour les directions départementales propulsée par le vice-rectorat aux ressources humaines et aux affaires professorales de l'Université de Montréal. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Leadership en milieu universitaire. D'ici là, portez-vous bien et bon leadership!